Bonsoir, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Je suis Gilbert Dawed des éditions Avatar. Ce soir, avec André Archambault, auteur et analyste de géopolitique, nous revenons sur les États-Unis, qui, depuis l'élection de Biden, ont pratiquement disparu des médias mainstream en Europe. Nous avons donc intitulé notre tour de table Bye Bye USA, acte 2, le retour de Trump. L'acte 1 de Bye Bye USA est daté du 14 mai 2021. Il est toujours consultable ici sur YouTube ou Odyssée. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement en un seul clic à notre chaîne pour suivre nos activités et pour nous donner un coup de pouce avec le référencement sur YouTube ou Odyssée. Alors André, que s'est-il passé aux États-Unis sous Biden depuis notre café noir du 14 mai 2021? Eh bien, il semble que Biden ait d'une certaine façon confirmé le fait que les États-Unis étaient un pays divisé et difficile à contrôler, comme c'est le cas d'ailleurs de bien des présidents qui ont toujours face à eux différents obstacles à contourner. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour faire court? Ça dépend d'où on vient, de quel monde, planète on habite. Dans la planète officielle, Biden est un président extraordinaire, formidable, qui a un superbe plan de reconstruction du pays, une vision internationale merveilleuse, et ainsi de suite. Évidemment, si on est d'une autre planète, on va dire qu'il a échoué tout ce qu'il a entrepris, ce qui n'est pas non plus totalement vrai d'ailleurs. Mais indépendamment de ça, on peut dire que la stratégie de Biden, qui est celle de Barack Obama, puisqu'on peut dire aujourd'hui que Biden, c'est le troisième mandat d'Obama, et que d'ailleurs l'avenir de Biden est un peu en péril, puisqu'il va être lâché probablement par les siens, mais on va y venir après. Donc la stratégie de Biden a été en plein dans l'axe Obama, c'est-à-dire rattraper le temps perdu par Trump, ou l'époque, la parenthèse Trump, pour aller de nouveau vers la tendance lourde qui est celle du gouvernement mondial. Alors, il y a eu quand même des choses assez intéressantes dans cette stratégie. Il s'agissait de faire plusieurs choses. Il s'agissait d'abord de criminaliser politiquement 50% de la population. Et ils ont lancé toute une série de mesures médiatiques, juridiques, parlementaires sur le sujet. On y viendra aussi. C'est-à-dire les pro-Trump. Et oui, en fait, ça voulait dire tout ce qui n'a pas voté pour Biden, donc qui a voté Trump, encore que c'est pas, et c'est un peu naïf de leur part. Donc, ça ne valait rien. C'était des gens qui n'avaient pas le droit au statut de plein et entière citoyenneté. Ça, c'est un petit peu, c'est des mauvaises personnes. Donc, si c'est des mauvaises personnes, ils n'ont pas les mêmes droits que les bonnes personnes. Le deuxième objectif, c'était, qui est lié à celui-là, c'était d'empêcher Trump d'avoir tout mandat électif. Alors, il y a eu un impeachment post-élection, si tu te souviens, qui avait aussi pour objectif d'essayer d'entraîner Trump dans l'inéligibilité. Et là, maintenant, il y a toute une série de harcèlements judiciaires lancés sur de vieilles affaires qui reviennent et reviennent et reviennent et n'en finissent pas sur le plan purement pénal et civil qui sont lancés par des procureurs. Mais il y a aussi effectivement la fameuse commission du 6 janvier sur la fameuse insurrection lancé par Donald Trump, donc Donald Trump, fauteur de coup d'État. Un troisième objectif, parce que c'est lié aussi, c'est d'ostraciser les pays dits autoritaires. L'initiative sur les pays démocratiques contre les pays autoritaires rentre dans cette stratégie pour bien montrer que dans le monde, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, il y a des gens bien, des gens pas bien, et donc il faut absolument s'associer, s'allier le plus possible contre les gens qui ne sont pas bien. Alors, indépendamment de tout ça, il y avait aussi un autre objectif qui a été poursuivi, parce que ça avait été entamé en réalité par le lobby de la bureaucratie sanitaire aux États-Unis, c'est de continuer la confusion dans les esprits sur le plan sanitaire, puisque plus les gens sont ahuris à ne plus savoir où ils en sont, à ne pas savoir s'ils vont mourir parce que c'est une maladie, la Covid, qui tue 40% de la population ou 0,04%, à ne plus savoir où on en est, des dangers, des risques, etc. C'est vrai que les gens ne pensent plus qu'à savoir s'ils vont mourir, pas mourir, ou si ça va revenir à la normale pour ensuite jouir de la vie, comme c'était bien avant. Donc, ce sont des gens qui ne réfléchissent plus. Quand les gens ne réfléchissent plus, ils sont plus facilement manipulables que quand ils réfléchissent par définition. Tout ceci, donc, c'est quand même les choses les plus fondamentales, les objectifs les plus fondamentaux. Et la bonne marche vers le tout numérique, la bonne marche vers l'ubercapitalisme écologiquement propre, entre guillemets,
et anthropologiquement malsain, si je puis dire, a continué. On pourra revenir sur ces deux concepts. L'idée de revoir le système monétaire international aussi, ça se poursuit parce que, évidemment, le système ne tient pas totalement bien la route pour l'instant. Le résultat fondamental de cette présidence Biden, c'est de continuer ce processus dans lequel on rentre dans une logique de lutte des classes de plus en plus visible et claire entre une élite et la masse de la population en voie de prolétarisation. Mais je dirais même qu'on en arrive maintenant, si on arrive au plan mondial, à avoir une lutte des castes, parce que finalement, on aurait d'un côté les brahmanes qui dirigent toute la vision stratégique, on aurait les kshatriyas qui seraient l'OTAN, la force armée, on aurait ensuite les vaishas qui sont les traders en anglais, le commerce libre, la libre circulation, et puis enfin on aurait les prolétaires, c'est-à-dire les shudras, et donc cette répartition entre les uns et les autres, géographiquement bien agencée, nous mènerait à une belle planète très écologique et très rationnelle sur le plan économique. Cette transition, naturellement, c'est une transition très proche des objectifs de Davos, parce que ça ne t'a pas échappé que Biden avait déjà dans sa campagne et dans ses plans législatifs utilisé le slogan Build Back Better de Klaus Schwab. Et donc, c'est effectivement très intéressant, mais il y a des à-coups de façon assez surprenante, parce que, pour vous donner une photo très courte, les sondages sont très mauvais pour Biden. Les sondages sont très mauvais pour sa vice-présidente, ce qui est embêtant parce que si Biden venait à partir, la vice-présidente finalement n'est pas si populaire que ça. Même si, quand on va dans les librairies, on va trouver des tas de livres pour dire combien elle est formidable. Globalement, elle est invisible, Kamala Harris. Elle est invisible, et puis parce qu'en fait, c'est un caractère, contrairement à Biden, finalement, Biden est un inconscient parfois, mais il est courageux. Elle se cache derrière un peu comme Hillary Clinton, elle suit les mouvements. C'est un deuxième Hillary Clinton, en fait, sans avoir vraiment de conviction bien profonde. Et puis surtout, elle a raté son coup avec la population de couleur américaine, parce que les Noirs américains se considèrent vraiment comme des descendants d'esclaves. Tout Noir qui n'est pas un descendant d'esclaves exploité dans les plantations des Blancs n'est pas un vrai Noir pour eux. C'est quelque chose, c'est une psychologie très, j'allais dire, presque nationaliste interne, qui n'est pas la même que laisser passer, laisser rentrer tous les Noirs de la population de la planète. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu qui n'accroche pas de ce côté-là. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il y a panique à bord en ce moment parce qu'il y a les élections législatives dans quelques mois, puis les présidentielles 2 ans après. Il y a une peur bleue de perdre le Congrès parce qu'il y a du chômage, parce qu'il y a une inflation maintenant catastrophique en dépit du fait que les pondérations à l'intérieur des statistiques ne soient pas véritablement crédibles, parce que vraiment ce qui coûte cher, c'est les biens de première nécessité, et cela il galope, ça monte. Il y a eu des ruptures d'approvisionnement liées au fait qu'il y a beaucoup d'États qui ont continué les confinements. Il y a eu la crise de la vaccination qui a fait que quand on empêchait les gens de travailler, quand ils n'étaient pas vaccinés, ça pouvait créer des problèmes ensuite sur la chaîne justement de distribution des différents produits, qui n'étaient pas négligeables. Et surtout, il faut bien le dire, l'élément qui avait fait passer Biden la dernière fois, c'était les déçus de Trump qui considéraient qu'il n'avait pas bien géré la Covid. C'est-à-dire que Biden apparaissait comme je vais, le monsieur Covid, je suis la science, nous n'allons pas fermer le pays, nous allons fermer le virus, c'était ses slogans électoraux, et il a fait tout le contraire. Oui, le pays a fait tout le contraire. Et il y a plus de morts dans la période Biden que dans la période Trump. Mais ça, on peut pas être injuste. Il y a des tendances naturelles qui font que le virus se reproduit de toute façon. Mais ce qu'il avait promis, il n'a pas pu le tenir. Et donc, les gens, en échange d'une lutte efficace contre la Covid, ils ont eu 18 mois de wokisme, si tu veux, de choses qui ne les intéressent pas. Et donc, il y a une dichotomie qui fait que maintenant, d'ailleurs, Biden est lâché par un certain nombre de démocrates qui pensent tout simplement, le clan Obama, qu'il ne fait plus l'affaire parce qu'il ne va pas avoir l'agressivité nécessaire pour gagner les élections et il ne va pas pouvoir poursuivre. En tout cas, il ne faut surtout pas qu'il se représente en 2014. Et puis, il y a les autres, comme certains démocrates classiques, comme le sénateur Manchin du West Virginia, qui, lui, est en train de saboter au Sénat le plan Build Back Better de Biden. Et donc, si ce plan se casse la figure, c'est tout le programme de Davos qui s'effondre aux États-Unis. En tout cas, massivement, il peut être rebâti différemment. Donc, à partir de là, il y a une crise en ce moment très palpable.
improbable qui fait qu'on se demande vers quel sein se vouer chez les démocrates, parce qu'il y a Manchin qui est considéré comme un traître. Bon, à savoir que Manchin, c'est un type très riche, qui est un démocrate conservateur, il se dit comme tel, et qui, lui, a tous ses investissements personnels dans l'industrie énergétique. Alors, tous les plans anti-énergétiques, ça l'énerve à la fois en tant qu'actionnaire et puis en tant que stratégie générale pour le pays, de toute façon. Donc, c'est pas non plus totalement gratuit et tout à fait neutre, son point de vue. Enfin, bref, toujours est-il que Biden se heurte à des problèmes réels, sans parler du fait qu'il a raté sa sortie sur l'Afghanistan, qui n'a pas aidé non plus psychologiquement, donc il est apparu comme faible, alors que finalement, l'affaire se règle d'elle-même d'une certaine façon. Et d'autre part, il est apparu comme incompétent, et incompétent sur la Covid. Car n'oublions pas que la plupart des gens ne pensent qu'à la Covid et au prix. Maintenant, aux États-Unis, la Covid, le prix et les vaccins. Et donc, il y a eu un backlash aussi très important qu'il faut peut-être citer, c'est qu'il y a eu une révolte des parents d'élèves aux États-Unis qu'on n'attendait pas, lorsqu'ils ont voulu introduire justement le wokisme dans les écoles, les discriminations raciales anti-blanches d'une certaine façon, la culpabilité du patriarcat blanc, etc., etc., et j'en passe. Donc, les gens, ça les a révoltés et ça a créé un mouvement de foule qui n'était pas républicain, c'était républicain et démocrates. De même qu'ils ont achoppé sur les vaccins, non pas à cause de l'électorat de Trump, malgré la propagande qui consiste à dire que c'est les Trumpistes, alors que ce n'est pas vrai, mais c'est beaucoup les Noirs qui se foutent totalement, qui ne font pas confiance au système, et une grande partie des Hispaniques qui eux aussi doutent que ça soit la solution la meilleure. Donc ils sont un peu coincés parce qu'ils ont une idéologie qui était bien simple et bien claire, mais qui finalement ne mord pas partout, et les élections sont au tournant de la rue. Alors si tu ajoutes à ça le fait que dans la Chambre des représentants, la célébrissime Nancy Pelosi, qui est elle-même aussi extrêmement âgée, qui est toujours excellente quand il s'agit de détruire les adversaires et de détrôner les adversaires, elle est beaucoup moins efficace à gérer. Or là, il s'agissait de soutenir un gouvernement au pouvoir. Et elle a toujours été dans un ton à contretemps. Elle a toujours été à contretemps et ça n'a jamais été aussi efficace que quand elle a démoli Trump, là, elle était très efficace. Donc, ça veut dire que c'est pas si facile de diriger le pays quand on veut remplacer Trump parce que, finalement, les gens se souviennent peut-être que si Trump avait des tas de défauts, peut-être que certaines qualités commencent à remonter à la surface. Alors ça, c'est vraiment une des choses importantes. Il a raté son plan économique et son plan de restructuration. Alors ensuite, il y a la stratégie, justement, insurrection du 6 janvier. Ça, c'est aussi un échec d'une certaine façon, parce que la population sent que c'est pas ça le sujet central pour eux aujourd'hui. Encore une fois, c'est la Covid et c'est est-ce que je vais payer ma bouteille de lait 8 dollars au lieu des 80 cents que je payais avant. Donc ça, c'est vraiment le truc important pour les lecteurs. Les gens pensent qu'il y a un harcèlement parlementaire. Le Parlement ne travaille pas, fait en permanence des enquêtes. Il y a l'effet déplorable qui est en train de se reproduire. Tu te souviens, Hillary Clinton probablement a perdu l'élection une semaine avant ou 2 semaines avant lorsqu'elle a fait une présentation devant un public riche et moqueur de tous les prolos qui votaient pour Trump en les traitant de déplorables. Et ça a fait un ressaisissement extraordinaire de l'électorat. Elle a raté son coup, malheureusement pour elle. Donc là, il y a cet effet aussi, les insurrectionnels, le coup d'État, personne n'y croit. Alors, si tu entends la télé française ou la télé italienne ou la télé canadienne, tu vas naturellement entendre que ça. Et je dirais même que 3 mois avant les élections, on disait déjà qu'il allait faire un coup d'État. Mais la réalité, c'est que le pétard est mouillé parce qu'ils ont bâti une commission parlementaire en faisant venir la fille de Dick Cheney, qui est républicaine de nom. Elle a été nommée par Nancy Pelosi et non pas par les républicains. Donc, il y a un vice juridique. À la limite, s'il arrivait quelque chose de mal à Trump, il y a toujours la possibilité de contester même le bien fondé juridique de cette commission parce qu'elle n'a pas été faite dans les formes constitutionnelles. Et ils ont effectivement rien pu démontrer d'autre que récemment que finalement, l'entourage de Trump, les enfants de Trump disaient qu'il fallait calmer le jeu le jour de la manifestation, montrer que Trump lui-même avait demandé à la garde nationale d'intervenir et qu'elle n'est pas intervenue, etc., etc. Donc, il y a eu effectivement des accusations qui sont finalement qui ne vont pas porter à conséquence. Mais bien entendu, la tentative a été faite d'agir comme ça pour essayer de trouver des actes criminels. On creuse, on creuse, on creuse pour essayer de lui trouver une condamnation pour qu'il ne puisse pas se présenter parce qu'une des craintes maintenant, et c'est là que je passe à un autre sujet qui est la contre-attaque du clan MAGA, que j'appelle clan MAGA, ça ne veut pas dire que ce sont des alliés de Trump nécessairement, mais ce sont des gens qui sont dans la même mouvance intellectuelle que Trump, qui sont parfois alliés, parfois indépendants de
de Trump. Et cette contre-attaque du clan MAGA, effectivement… MAGA, pour rappeler à nos auditeurs ce que ça veut Oui, dire. Make America Great Again, effectivement. Voilà. Donc, tout ce clan des révoltés contre l'establishment, de droite comme de gauche, ce clan des révoltés contre l'absence de confiance dans l'establishment sanitaire, il y a ça aussi qui joue beaucoup, parce que finalement, tout a été dit et le contraire de tout, fait qu'il y a une réaction très forte, surtout qu'il y a 25 États qui sont essentiellement des États qui punissent les gens avec la Covid et les mesures de restriction. Et il y a 25 États qui, de l'autre côté, sont plutôt ouverts et libéraux. Alors, ils sont presque tous républicains dans le dernier cas et presque tous démocrates dans l'autre cas. Et donc, la gestion de la Covid a un contre-exemple. C'est-à-dire qu'il y a des États qui marchent et des États qui ne marchent pas. Alors, il peut y avoir 46 000 arguments pour dire oui, mais tel État n'a pas de Covid parce qu'il n'y a pas de conurbation, c'est des petites villes et des petits villages. C'est vrai. Mais il y a aussi quand même des gens qui font leur carrière politique en ce moment derrière Trump, et comme notamment le gouverneur de Floride en ce moment, où Trump est d'ailleurs présent. Mais la grande peur, donc, c'est pas de croire, je pense, que Trump va se présenter au présidentiel, mais c'est de voir que Trump est en train de recréer Facebook, YouTube, les crypto-monnaies, les maisons d'édition. Il a un plan qu'il avait d'ailleurs eu à l'époque via les chaînes de télévision quand il s'était présenté en 2016. Mais là, il a un plan, effectivement. Il a les moyens, il a déjà accédé à des plateformes. Il est en train de créer un système qui va placer en bourse, où il va y avoir effectivement l'équivalent de YouTube, l'équivalent de Twitter. De Facebook, il va faire du cloud storage. Il va faire de la publication de bouquins. Il va même se lancer dans le business des téléphones intelligents et des monnaies virtuelles, des cryptocurrencies, comme on dit en anglais. Donc, ça veut dire qu'il a un plan d'envergure derrière lui. Et ça m'étonnerait qu'il veuille gérer ça en tant que président, mais si ici il était élu sénateur, il aurait effectivement petit a, comme faisait Berlusconi à l'époque, il se faisait élire pour pas être harcelé juridiquement. Exact. Donc il pourrait se protéger comme ça. Petit b, il pourrait mener tranquillement son développement d'affaires avec sa famille et se remplumer en quelque sorte. Il fait pas ça par générosité, hein. Et effectivement avoir une influence colossale et considérable, bien plus que s'il était élu président en réalité. Mais ces réseaux S'il est sociaux, intelligent, c'est comme ça qu'il va faire. S'il est idiot, il va dire moi, c'est moi d'abord, et ça ne va pas marcher. si j'ai bien compris, il va lancer ses réseaux sociaux en janvier. Ouais, alors il doit lancer ça, ensuite il doit lancer en bourse, il va lever beaucoup d'argent, en gagner beaucoup. Donc c'est pour ça que ce type est très dangereux pour l'establishment. À la fois dangereux pour l'establishment politique, à la fois dangereux pour l'establishment militaro-industriel, à la fois dangereux pour l'establishment médiatique. Parce qu'aujourd'hui, il y a une fatigue de Facebook qui a dû se revamper, de Twitter qui a viré son PDG pour en mettre un autre. Il y a un besoin de renouveau et de changement parce que ça a bien fait le travail quand il s'agissait de détruire Trump. Maintenant, la question, c'est de savoir quoi faire avec pour aller jusqu'au gouvernement mondial, justement, jusqu'à quelque chose de plus structuré. Comment va-t-on faire pour assurer la transition du dépérissement de l'État, d'une certaine façon? Parce que si on va vers un gouvernement mondial, il va falloir ensuite avoir des structures internationales un peu sur le modèle européen, qui ne sont pas accountable, qui rendent compte à personne, mais qui sont là pour organiser les normes. Et un petit point de détail important, c'est que tu auras remarqué que donc c'est aussi cette initiative prise pour regrouper les gouvernements dits démocratiques contre les gouvernements autoritaires, c'est un moyen de dédoubler les Nations Unies. Parce qu'aujourd'hui, aux Nations Unies, le clan mondialiste du gouvernement mondial, finalement, paradoxalement, ne peut pas avancer parce qu'il y a le veto de la Chine et il y a le veto de la Russie. Donc, il vaut mieux à ce moment-là avoir des gens qui ne raisonnent pas en termes de droit international, mais en termes de valeurs internationales ou de normes internationales, qui sont les nouveaux mots-clés, pour effectivement reconstituer quelque chose de tout à fait différent. Si j'ai bien compris aussi, le problème que Trump avait quand il était président, c'est que le Parti républicain travaillait contre lui. Tandis que maintenant, oui, il a de plus en plus de cadres, vu que les candidats républicains qui sont en train de se faire élire sont relativement pro-Trump. Alors, il essaye de procéder comme ça, mais il y a toujours quand même une poignée de gens qui ont des ambitions présidentielles et qui ne sont pas, qui sont les va-t-en-guerre. Il y a l'obsession Poutine.
Alors qui rend service, parce que plus on a une obsession anti-Poutine, plus on crédibilise l'idée qu'il y a 50% des Américains qui sont des salopards, puisque ce sont des agents de Poutine par association d'idées, puisque Trump était un agent de Poutine. Donc à partir de là, dans l'imaginaire collectif, on attaque Poutine, et puis surtout, ça évite de rendre compte du fait qu'on s'était trompé, parce que c'était pas vrai, que ça a été démenti et que ça a été prouvé que c'était pas vrai. Mais ça fait rien, donc la narration Poutine rend service à ça, et puis surtout, c'est le plus faible du maillon, parce qu'on ne va pas menacer de faire la guerre à la Chine, c'est plus facile d'essayer, croit-on, d'attaquer Poutine parce qu'on pense, croit-on, qu'il est le plus faible des deux. Là, ça montre quand même le danger de l'incapacité de jugement de certains va-t-en-guerre américains. Alors l'obsession contre la Chine, ça part d'autre chose, c'est que finalement, on s'est aperçu après 40 ans que l'entrée dans le commerce mondial de la Chine, collaboration avec la Chine, les accords avec les think tanks, etc., tout ça n'a rien donné pour la transformation de la Chine, parce que la Chine n'a cure de vouloir devenir une démocratie libérale. Ce n'est pas son problème. Elle a besoin de développer son économie et d'enrichir sa population le plus possible. Comme d'ailleurs, c'est la problématique de Poutine. Donc là, il y a une déception considérable à l'égard de la Chine et à l'égard de Xi, sans parler du fait que Xi fait peur maintenant. Parce que les deux pays, qu'est-ce qui s'est passé, parlons-en 2 secondes, ils se sont considérablement améliorés sur le plan des armements, qui a créé de grosses surprises à l'establishment militaire qui était plus occupé à faire de la politique intérieure ces dernières années ou à chercher à éjecter Trump que de faire autre chose. Et donc, on découvre maintenant qu'ils ont des missiles à ultrasoniques, qu'ils ont des armements de toute catégorie qui commencent à devenir supérieurs aux armements américains, qu'ils ont des armées toujours extraordinairement nombreuses et dont une partie sont extrêmement compétentes. Donc, ils commencent à faire peur. Et en plus, ils sont en train de se créer un bloc hors SWIFT, parce qu'ils ont compris que ça leur pend au nez, que si on les retire du SWIFT, ça va empêcher pratiquement tout négoce international. Pour eux, c'est encore plus efficace que les sanctions. C'est d'ailleurs la menace que Biden a fait envers voilà, et alors il a fait cette menace, mais de toute façon, je pense que ça faisait longtemps que les Chinois et les Russes se doutaient que ça finirait par arriver et qui s'organisent en conséquence. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est tout à fait possible qu'ils rallient d'autres puissances majeures du tiers-monde, qui sont pourtant dans le camp du bien parce qu'elles sont démocratiques, comme l'Inde, et qui puissent éventuellement aussi bénéficier de cette capacité d'avoir aussi à développer deux marchés qui sont quand même à des marchés développables. L'Inde peut avoir aussi une carte à jouer, à avoir des liens avec la Russie. D'ailleurs, ils ne se jettent pas, puisqu'ils ont maintenant des accords militaires et des choses comme ça. Pas compte pour Biden le fait que le nouveau gouvernement allemand, on a l'impression, si je ne me trompe pas, qu'on a une Allemagne avec les social-démocrates et les Verts en ce moment, la coalition avec le Parti libéral, beaucoup plus pro-atlantiste et pro-américaine que pro-européenne. Alors effectivement, alors tu poses une question fondamentale, c'est justement, la dernière fois j'avais fait mon introduction en disant que l'Empire américain était un empire américain apparemment fort, avec son empire d'Occident qui était le continent américain, son empire d'Orient qui était l'Europe de l'Ouest, pardon. Là, le nouveau gouvernement allemand n'est plus entre deux chaises, là, maintenant. Alors, le gouvernement allemand, on va voir ce que ça va donner, mais ils ont quand même écrit un manifeste électoral assez précis qui, effectivement, présente l'Allemagne comme le gouvernement ou la nation de rechange aux États-Unis pour organiser le gouvernement mondial. Parce que quand on parle de gouvernement mondial, il y a deux types de gouvernements mondiaux et c'est pas encore clair pour savoir qui va l'emporter. Il y a ceux qui considèrent qu'il faut s'appuyer sur un pays pour exercer le rayonnement mondial, ça a été les États-Unis pendant longtemps, et l'Allemagne pourrait être le noyau dur de l'Europe et conduire au gouvernement mondial via l'Allemagne avec les structures européennes. Il y a ceux qui veulent au contraire s'extraire de tout pays pour créer le mondialisme efficace. C'est d'ailleurs amusant de voir que finalement, c'est un modèle d'un côté stalinien, le modèle on s'appuie sur l'URSS pour ensuite passer à la révolution mondiale, face à un modèle trotskiste qui, lui, il faut la révolution permanente tout de suite pour une révolution mondiale tout de suite. Et donc un gouvernement marxiste mondial tout de suite. L'histoire est toujours têtue, elle se reproduit en permanence. Et là, l'Allemagne est effectivement très pro-atlantique, mais pro-OTAN plus exactement, et considère que l'OTAN peut devenir le bras armé du mondialisme plus que des hauts conservateurs américains stricto sensu. C'est peut-être la nuance. Mais on ne sait pas. On ne peut pas tirer des plans sur la comète aussi rapidement. Toujours est-il que cet empire est en voie d'éclatement géographiquement. Comment va agir l'Europe? On ne sait pas. Est-ce que l'Europe va rester américaine? Est-ce qu'elle va devenir allemande, comme on vient de le dire? Ou est-ce qu'elle va devenir eurasiatique? Il y a en ce moment peu de chances que ça arrive, puisque
depuis le temps que les efforts avaient été tentés de trouver un marché supplémentaire à l'Europe de l'Ouest dans l'Eurasie et des alliances techniques ou technologiques en Europe de l'Ouest avec l'Eurasie, il y a une belle lurette que ça a échoué. Alors donc, on verra si ça va se réveiller, mais pour l'instant, on ne sait pas. Alors, je suppose que pour la France, le candidat américain en France, c'est Valérie Pécresse maintenant. Oui, probablement. C'est l'Hillary Clinton française. Donc c'est que Dieu nous protège. Hein? Que Dieu nous protège. Ça, sait-on jamais. Et peut-être très bien. Mais de toute façon, je sais que les gens s'intéressent toujours au président. Ma religion personnelle, c'est que quand on dirige un pays qui a 5% de marge de manœuvre budgétaire, qui dépend en plus d'une superstructure bureaucratique comme Bruxelles, qui fait la pluie et le beau temps sur tout ce que tu veux faire, y compris dans des domaines de souveraineté de base ou de souveraineté culturelle, ou de liberté de penser, tout simplement. Peut-être pas que tu mettes un chat ou un chien, ça ne va pas changer grand-chose à la direction de la ferme. Donc, ça ne veut pas dire que je suis pessimiste, mais ça veut dire qu'il faut être réaliste. Ce n'est pas nécessairement comme ça. Moi, je place davantage mes espoirs, je suis peut-être marginal, mais dans le fait de savoir ce que veulent les 80% de la population mondiale qui ne sont pas occidentales. Parce qu'on a toujours tendance à raisonner par rapport à notre caisse de résonance occidentale, et on pense que nous sommes la totalité du monde, alors qu'en réalité, nous sommes un marché économique en vieillissement, et nous sommes un marché culturel qui s'est fourni pendant 250 ans auprès du même grossiste. Mais finalement, les pays d'Extrême-Orient, les pays d'Afrique n'ont pas du tout le même grossiste. Eux, ils ont toujours une vision culturelle, une vision religieuse qui est beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus proche du sens d'un certain sacré, avec des variantes religieuses différentes, mais ils n'ont pas l'orgueil que l'Europe puis les États-Unis ont eu de croire qu'ils étaient les inventeurs de nouvelles valeurs. Pour eux, les valeurs, elles sont créées ailleurs que dans la communauté humaine, et la communauté humaine essaye de vivre en harmonie avec la communauté externe. Donc c'est un petit peu différent. Je dirais que l'idéologie occidentale aujourd'hui est quasiment blasphématoire pour un musulman finalement, parce que pour un musulman, il y a le droit de Dieu est plus important que les constructions artificielles. Ça nous amène en fait peut-être pour le 21e siècle, et ça sera peut-être le mot de la fin, à moins que tu aies d'autres questions, sur une phrase que Abellio a eue dans l'Assomption de l'Europe à plusieurs reprises, quand il parlait des systèmes de pensée ou des cultures et des civilisations. Il disait, il y a celles qui sont constituées et il y a celles qui sont construites. C'est pas la même chose. L'univers occidental tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un univers construit. Les autres civilisations de la planète, elles sont constituées depuis des milliers d'années par sédimentation, etc., etc. Donc ça veut dire que est-ce qu'il va y avoir non pas un choc des civilisations, mais un choc de la génétique des civilisations, c'est-à-dire comment elles existent aujourd'hui, construites ou constituées. C'est plutôt ça qui est intéressant à observer pour l'avenir. Et que vont faire les élites des 80% de la planète? Est-ce qu'elles vont embrayer le pas du gouvernement mondial ou elles vont se dire au contraire, arrêtons 2 minutes, là, ça veut dire quoi ça? Et au profit de qui ce gouvernement mondial? Donc, c'est une question totalement ouverte. Bien, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, moi je n'y crois pas beaucoup au choc des civilisations. Surtout que, comme en Arménie, par exemple, il y a eu le voyage récemment de Zemmour en Arménie. L'Arménie, c'était une guerre de géopolitique qui n'avait rien à voir avec le choc de civilisation. D'ailleurs, on le voit par les alliances. Tout le monde oublie en France que l'allié de l'Arménie, c'était la République islamique d'Iran. Retournez aux États-Unis. Et ce sera la parole de la fin. Pour les midterms, tu penses que les candidats de Trump réussiront leur percée? Aujourd'hui, les sondages le disent. Mais si on sort un lapin du chapeau du genre Trump a commis un crime le 6 janvier. Ah, c'est encore possible, d'accord. Tu peux toujours trouver le crime, l'inculper pour faire mousser jusqu'après l'élection et ensuite terroriser les candidats trumpistes. Et à ce moment-là, les républicains, il ne faut jamais oublier que même quand ils sont trumpistes, c'est très rare ceux qui ont du courage. C'est le cas classique de la droite, c'est comme en France d'ailleurs. Oui, c'est ça, ce sont des gens couards. Ce ne sont pas des gens qui croient en quoi que ce soit finalement, sauf une poignée de trumpistes. Il y en a quand même beaucoup parmi les jeunes générations, mais il va y avoir toujours suffisamment de faux frères qui vont se chercher à se dégager de Trump, etc. Et du coup, les démocrates peuvent parfaitement passer, en tout cas à la Chambre des représentants. Donc, il est possible que... En fait, tout est possible. Le mot de la fin, c'est dire que tout est possible, mais c'est plus possible maintenant que ça ne l'était lors de la première émission. Si jamais ça arrivait, il faut bien se dire aussi une chose,
c'est que ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Parce que si le projet de Build Back Better est stoppé à nouveau par une bande de cornichons trumpistes, pour utiliser un langage péjoratif, tout ce lobby va se rebeller et va se déchaîner et ça va créer une crise majeure aux États-Unis et même dans le reste du monde d'ailleurs. Alors, on donnera rendez-vous à nos auditeurs pour l'acte 3, c'est-à-dire on commentera… Thèse, antithèse, synthèse. Voilà, on commentera les élections, le résultat des élections du midterm quand ils auront lieu. Bon, je te remercie André et je te souhaite un joyeux Noël et à toi aussi. une bonne fin et à tout le d'année monde. et bien entendu à nos auditeurs. Et à bientôt.